On est victime de l'écriture des autres. Quand j'écris un texte que je donne à taper, les gens qui tapent font des fautes à partir de ce qu'ils voient dans l'écriture des autres, pas dans la mienne. Alors, je suis venu m'installer à Rabat, j'étais très bien au quartier de l'Océan. J'ai d'ailleurs pris la suite d'un ami à moi qui s'appelait Ignacio, qui s'appelle toujours au fait, Ignacio Ramonet, qui était professeur d'espagnol au Collège Royal et qui est maintenant directeur du journal Le Monde diplomatique à Paris. Donc j'ai pris la suite, j'ai pris son appartement au quartier de l'Océan, j'étais bien, un étage, 3 pièces, jardin à gauche, jardin à droite, garage, formidable, jusqu'au jour où le voisin d'en bas, la villa d'à côté, est parti et à la place est venu s'installer un épouvantable marchand de meubles, des meubles d'occasion, qui avait un poulailler. Et qui dit poulailler dit coq. Et quand il y a des coqs dans une ville, le coq ne sait pas du tout si c'est le soleil ou le néon. Ce qui fait qu'à 3 heures du matin, le coq se réveille, il voit la lumière du néon et il se met à chanter d'une façon épouvantable. Pendant 1 mois, je n'ai pas dormi. Je suis donc allé dans un premier temps me plaindre à ce voisin de la villa d'en bas. On m'a dit non, j'ai le droit d'avoir des coqs, des poules, des canards. Et si vous n'êtes pas content, retournez chez vous en France. Je suis revenu à 3 heures du matin, frappé à sa porte à plusieurs reprises, sonné, rien à faire, ils n'ont pas bougé, ils n'entendaient même pas. Je suis allé trouver le commissaire de police du quartier. On m'a dit, ah mais monsieur, vous êtes ici en pays musulman, le coq c'est le mouddin, c'est lui qui réveille les gens pour l'heure de la prière. Donc si vous n'êtes pas content, vous faites vos bagages, vous allez en France. Bon. Et puis un matin, j'étais vraiment pas content. J'ai pris mes bagages, je ne suis pas allé en France, j'ai tout jeté dans la voiture, j'ai évacué les lieux de maximum, j'ai commencé par les tableaux, les livres, et puis je suis allé me réfugier à Kénitra chez mon ami Mustafa Mkawi, c'était en 1976, et depuis je suis resté là. C'est le hasard qui m'a envoyé dans cette ville. Voilà pourquoi je suis venu m'installer à Kénitra, à cause d'un coq. Ma naissance, c'est à Casablanca, mais on n'y est pas resté longtemps à Casablanca. Quand j'avais 5 ans déjà, mes parents ont décidé de partir et ça a été Meknès d'abord pour 1 année, puis Marrakech, où j'ai vraiment ouvert les yeux et où j'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence jusqu'au bac. Après le bac, je me suis dit, je vais faire ma licence d'arabe. Quand même, je vais faire licence d'arabe. Et je me suis donc présenté, à l'époque c'était des certificats de licence qu'on présentait 1 ou 2 ou 3 par an. Hein. Je me suis donc présenté aux études littéraires, études arabes, d'un côté, études pratiques arabes, et de l'autre, littérature française. J'ai été collé en arabe, reçu en français. J'ai dit, bon, 2e année, je prends études latines et langue et littérature arabe. Je suis collé en arabe, je suis reçu en latin. Je dis, allez, adieu l'arabe. J'ai abandonné ma volonté de faire des études supérieures d'arabe. Tout ça, je faisais ça au Maroc. Hein, pour continuer dans la voie des lettres classiques françaises, c'est-à-dire latin-grec. Mendil, pluriel manadil. C'est un mot qu'on n'entend plus beaucoup maintenant, mendil. Hanjoura, pluriel hnajar. La hawla wa la qawwa illa billah. Ça suffit? Et puis, une fois que j'ai eu ma licence de lettres classiques, on m'a dit, à la faculté des lettres de Bordeaux, il vous faut une épreuve de langue vivante étrangère orale. Je dis bien, je fais le tour des langues vivantes étrangères que je connais, orales.
J'ai dit, il y a l'espagnol, mais enfin quand même. Alors j'ai dit, mais arabe. Je m'inscris donc pour passer arabe, langue vivante étrangère. Réponse de la faculté de lettres de Bordeaux, vous n'avez que des langues mortes. Vous avez latin qui est une langue morte, grec qui est une langue morte, arabe qui est une langue morte. Je dis, comment ça, l'arabe est une langue morte? J'étale la presse de langue arabe, l'Istiqlal, le Manar, je ne sais plus quels étaient les quotidiens qu'il y avait à l'époque, Ray al-Ham du Hibs Shura. J'étale tout ça et je leur dis, ben, enfin, il y avait le livre de Pérez, l'étude, le professeur Pérez de la faculté d'Alger, d'arabe, et qui était l'arabe moderne de presse. C'était son sujet. Non, pas son sujet, c'était enseigné dans la fac. J'ai dit, l'arabe moderne de presse, c'est quand même pas une langue morte. J'ai gagné. J'ai été autorisé à passer l'épreuve d'arabe, langue vivante, de la faculté des lettres de Bordeaux pour avoir donc une licence d'enseignement complète. Et j'ai eu la note 10 qu'il fallait, tout juste, hein, grâce à la gentillesse de l'examinateur. Alors, quand j'étais petit, j'admirais pas les militaires, je n'admirais pas les sportifs, je n'admirais pas, j'admirais que les gens qui écrivaient. Alors, pour moi, approcher un écrivain, c'était quelque chose de bonheur. Ça m'est arrivé d'approcher des écrivains, j'ai approché l'écrivain Jean Aurieux, puis plus tard j'en ai approché beaucoup, mais pour moi, la réussite dans la vie, c'était d'être écrivain. Je voulais devenir écrivain, je ne le suis devenu qu'après ma retraite. Parce qu'avant, j'ai eu trop de choses à faire, j'ai pas pu vraiment... J'ai pu écrire, bien sûr, mais je n'ai pas pu donner une carrière à ce que j'écrivais. Et puis, ce que j'ai commencé tout de suite à écrire, mais très jeune, quoi, à 10 ans, c'est de la poésie. Et on avait de la chance, en 1949, 47 même, et il y avait un quotidien marocain, français du Maroc, qui s'appelait La Vigie marocaine. Et cette Vigie marocaine avait une page tous les mercredis qui s'appelait La Vigie des jeunes. Et cette page était gérée par un monsieur qui était un immense intellectuel. Or, son véritable nom, c'est Charles Pins. Il était historien du Maroc, il était inspecteur principal de l'éducation nationale. Ça, ce sont les aspects... et il était journaliste également. Il était spécialiste de l'histoire du Maroc. Mais là, il est entré dans ma vie sous un pseudonyme. Il se faisait appeler Monsieur Do, Mi, Sol. Et il avait la page des poètes, le coin des poètes, tous les mercredis. Alors, j'ai commencé... À 13 ans, j'ai envoyé un premier poème et, extraordinaire surprise, il a été publié avec mon pseudonyme. J'avais choisi comme pseudonyme Lièvre, L-I-E-2-R-E. Mais lui, il n'a pas compris mon écriture. Il a cru que j'étais lièvre, l'animal. Je me suis dit, bon, ben tant pis. Et je suis resté lièvre, comme ça, pendant 10 ans, jusqu'à ce que j'ai eu 18 ans. À partir de là, j'ai estimé que c'était fini. La Vigie des jeunes, le coin des poètes. À partir de 18 ans, on n'est plus jeune. Donc j'ai envoyé un poème par semaine, et c'était publié. L'écrivain qui me touche le plus, moi, c'est un écrivain anglais, américain, anglo-américain, James Hadley Chase. Série noire, et j'ai voulu écrire un peu comme Chase. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on essaie toujours d'imiter quelqu'un. Donc quand j'ai écrit Des pruneaux dans le tagine, je me suis mis dans deux personnages. Il fallait à la fois que je prenne mon lecteur et que je l'entraîne dans une aventure comme fait Chase. Je n'ai pas réussi parce que Chase est inimitable, mais c'est très difficile de faire du Chase. Et je voulais en même temps militer en tant qu'anti-impérialiste, faire un acte, double acte, un acte littéraire en série noire, en imitant mon maître, et un acte, appelons-le comme ça, politique, et un acte également favorable à mon pays natal, le Maroc. Donc
j'ai écrit ce premier roman, puis un deuxième, puis à ma grande satisfaction, surprise aussi, ça a été édité. J'ai même eu le prix Atlas en 1994 pour un deuxième roman qui en fait était le premier. Les Pruneaux dans le Tagine, qui a été écrit bien avant, qui m'a demandé 5 ans de travail, a été édité après. Nous l'appellerons Mehdi. Je suis revenu à la poésie, j'ai un petit peu abandonné le théâtre, et puis surtout, je me suis un petit peu mis en retrait moi-même pour mettre en avant les autres. Ça a toujours été ma démarche. C'est toujours un petit peu comme ça que j'ai procédé. C'était pour moi ma réussite personnelle, c'était la réussite de mes élèves. Hein, quand en 1957, j'ai présenté ma classe de 3e au brevet, et que j'ai vu 6 de mes élèves arriver en tête de toute la zone nord du Maroc, eh bien, c'était ma victoire à moi. Parmi les écrivains marocains, il y a ceux que l'édition française a cooptés, qu'elle a un peu fabriqués. Ce sont les écrivains qu'elle a retenus, au détriment d'autres écrivains qui sont ici et qui ont beaucoup de mal à trouver d'abord un éditeur, ensuite, c'est pas tout, il ne suffit pas d'être édité, il faut être diffusé, il faut atteindre le lectorat. Il faut arriver, par exemple, dans un lieu comme celui où nous sommes maintenant, c'est une bibliothèque, c'est celle d'un institut français, mais tous nos auteurs ne sont pas là. Et ça, c'est un combat que je continue à mener avec eux. Hein, nous avons donc une association qui s'appelle l'APEC, Association pour la promotion des écrivains, c'est évident, du Maroc, mais on ne le dit pas. Et cette association regroupe essentiellement des romanciers francographes, j'aime beaucoup cette expression, ils sont également francophones, mais là, dans le cas qui nous intéresse, ils écrivent en français et ils se battent. Certains sont édités au Maroc, d'autres ne le sont pas encore et nous essayons de les amener jusqu'à un éditeur. Nous avons quelques éditeurs qui nous prennent au sérieux, les éditions Marsam, qui sont à Rabat, les éditions Le Fennec, les éditions Tariq. Alors à 72 ans, je me fais l'effet d'être un grand chef cuisinier, par exemple l'hôtel Ritz à Paris, avec plusieurs tagines, plusieurs pot-au-feu sur le feu. Il y a un roman là, un poème là, une étude ici. J'ai devant moi pour 40 ans de travail, sinon 50. Alors je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller et je ne sais plus très bien à quoi je dois toucher. Ben, écoutez, toute une vie au Maroc, il y a un moment où on ne peut pas rester seul. On m'a envoyé un enfant qui, quand je l'ai vu, il avait 3 jours. Et cet enfant, c'est Adam. Et je l'ai élevé. D'ailleurs, je ne sais pas comment l'appeler. C'est pas mon fils, puisque je ne l'ai jamais adopté. Donc, on a pris un mot du langage français. Moi, je suis le parrain, et lui, c'est le filleul. Mais c'est encore, ce ne soit pas très satisfaisant, mais ça nous convient à tous les deux. ماذا يمكن أن أقول عن السيد جون بيير كوفيل؟ الفرنسي الجنسية، المغربي القلب والروح. السيد جون بيير كوفيل بالنسبة لنا هو فرد من الأسرة، نعده فردا من الأسرة، فهو بمثابة أخ وأب وصديق. فأتذكر وهذا شيء مهم جدا أن رزقني الله بمولود صغير في سنة 71، وازداد هذا المولود مريضا مرضا وراثيا
وعانيت معه الكثير، وكان من ورائها حتى وصل إلى استئصال الكلية بعد 18 سنة أو 20 سنة من العلاج. ولم أجد، وهذه الشهادة، لم أجد أحدا يقف بجانبي إلا السيد جون بيير كوفيل، فقد آزرني ماديا ومعنويا حتى عولج هذا الطفل الذي اسمه آدم، المكاوي آدم، عولج وتابع دراسته، والآن هو يعيش بباريس ويعمل بباريس لأنه حصل على دكتوراه في القانون الدولي. والفضل يرجع إلى السيد جون بيير كوفيل. Adam, c'est un enfant marocain que j'ai donc élevé avec tout mon cœur, avec toute mon énergie. Et puis ça n'a, disons que la vie a encore mis quelqu'un d'autre sur mon chemin, c'est Ahmed. Et c'est donc Ahmed qui est devenu mon fils. Je l'ai adopté, ça n'a pas été facile, ça a demandé des années. C'est une adoption qui a été faite devant un tribunal français. Donc c'est une démarche que nous avons entreprise jusqu'à présent. Cette adoption, ça lui donne déjà, il est mon fils, il a mon nom. Et il n'a pas ma nationalité, du moins pas pour l'instant. Il faudrait continuer, il faudrait transformer une adoption simple en adoption plénière. Et c'est ce que nous employons, ce que je m'emploie, parce que c'est mon problème, avec son accord, c'est ce que je m'emploie à faire. Et puis, ce fils que j'avais adopté m'a offert le plus beau des cadeaux qu'on pouvait m'offrir, c'est cet enfant qui m'aime, que j'aime, et cet enfant, et la troisième. Et je suis vraiment merveilleusement heureux. Ils sont marocains, je suis français, mais on s'en fiche. Et disons que si pendant une petite partie de ma vie, quand mon gouvernement menait en Afrique du Nord une politique brutale, que j'appellerais l'impérialisme, je n'étais pas fier de ma nationalité. Maintenant, je suis réconcilié avec tout le monde et je suis très fier d'être français et d'avoir, dans ce pays où je vis, qui est le mien, qui est ma terre natale, d'avoir à mes côtés des enfants marocains comme moi. بون انا تعرفت بجون بيير كوفيل انا لاج ديال 15 سنه 15 سنه. هذيك الساعه انا كنت راكب على واحد العود باش نقطع الطريق ديال الرباط اللي تمشي لقنيطره الرباط. هو كان جايب بلا فواتير ديالو بالسياره ديالو. الوغ هاد الساعه وقف، لا غادي نقطع، هو وقف بدا يتكلم معايا هذاك الشيء. الوغ قال لي خصك تجي مثلا عندي تزورني تشوف هذه. المهم مشيت وتنعاود عاودت له مثلا الحياه ديالي هذاك الشيء، وفعلا
بدا تيشجعني تيعاوني. وكان واحد السيد باش هذيك الساعه داني واحد السيد تيصيب لونكادرومون، جلست معاه تما نتعلم عنده. الور مع الايام تنمشي نخدم ونجي عنده، بقيت تنمشي هذيك الساعه وليت نعيش معاه، تنمشي عنده هو نخدم مع السيد، نمشي لعنده صافي. هنا البلاد ديالنا ولا هذه تنجي مثلا مره هذا اللي كاين. الور جا واحد النهار هذا باش قال لي باش نتبناك بعدا، وفعلا مشينا لفرنسا باش صيبنا الاجراءات اللازمه اللي تتخص هذا الشيء ديال الاجراءات اللي تتخص بنا باش يتبناني. ولكن من جا مسيو كوفيل عطاه الحنان والعطف وزعما نقدو نقدة كبيرة، وكان لي هو الأب هو الأم. وحتى بالنسبة لي أنا، لأن أنا ما عنديش الأب ديالي، فقدتو على لاج دو 6 ديال 6 سنين، كان عندي ديك الساعة 6 سنين. ما عنديش الحنان تاع الأب. مسيو كوفيل هو فيه الأب ديالي، ساعدني وساعد وليداتي، كيخدم معاهم، كيخدم معايا انا، كيعطيني دي كورون فرونسي، كيساعدنا من الناحيه الماديه والمعنويه. اي مشكل مثلا كان عندي هو اللي كيساعدني فيه وكيوجهني، مثلا كيقول لي هذه الحاجه ما تديريهاش، راه ما غاديش تأدي بك مثلا مزيان، هذه الحاجه ديرها. وبالنسبه للتربيه تيساعدني حتى في التربيه ديال الابناء ديالي، تيقول لي هاد الطريقه مثلا اللي غتمشي بها ماشي مزيانه، ني با بيان، ها شنو غادي تتبعي. بالنسبه لولادي هو بيداغوغ واب. Toutes les après-midi, papy vient me chercher à l'école. Je travaille avec lui, on fait des poèmes. Il me raconte une histoire avant de dormir. Et j'ai fait plein de théâtre à l'école. J'ai fait les amitiés poétiques du Maroc à Kenitra et à Rabat, 2 représentations. Et prochainement, je vais faire un film qui s'appelle Intiqam. Et c'est mon papy Jean-Pierre Coffel qui l'a écrit. Oui, ce que j'aime pas, c'est qu'on abatte dans le Maroc d'aujourd'hui, de plus en plus, dans des petites villes comme des villes de moyenne importance comme Kenitra. On abat de vieilles maisons, de jolies petites maisons avec jardin, avec fenêtres, avec des vraies fenêtres. On abat ces maisons pour faire des immeubles sans âme, sans regard. Dans le temps, quand j'étais petit, il y avait des volets. On ouvrait des volets avec des persiennes. D'ailleurs, mon ami Ahmed Bouanani a un très beau recueil de poèmes à lui qui est intitulé « La maison aux persiennes ». Et bien pour moi, ce titre, ça va devenir un titre symbole. Parce que des maisons, je regarde maintenant dans les villes, il n'y a plus de volets, il n'y a plus de fenêtres. Il y a ces espèces de guillotines. Hein, on n'ouvre pas la fenêtre dans ce sens-là, dans le sens du cœur vers le ciel. On l'ouvre comme si on rabotait une planche et on la ferme dans l'autre sens. Je trouve ça affreux. Et on n'ouvre jamais une fenêtre complètement, on n'ouvre que la moitié. Et ça, c'est ces immeubles qu'on construit à la place de petites maisons qui avaient du cœur, qui avaient du goût, qui avaient du matériau. Maintenant, on construit des immeubles béton. Hein, et puis il n'y a plus d'âme, et c'est ça que je déplore quand je regarde le Maroc de 1940, qui était lui authentique et pur, ce nouveau Maroc, tous ces gens qui vont habiter dans ces immeubles avec ou sans ascenseur, 5, 6, 10 étages, ça me fait un peu peur, ça me fait un peu mal. C'est comme ces anniversaires où il y a des bouteilles de soda sur la table, où on a oublié les objets de la tradition.